Bon, bah, bonjour à tous. Je pense que, vous devez, nous entendre. On fait une confiance, alors pas aveugle, mais inaudible, à l'organisation sans faille jusqu'à maintenant. Alors c'est un réel plaisir pour moi aujourd'hui de, bah, vous présenter, la prochaine personne qui présentera ses travaux. C'est donc Marie-Jeanne Le Saux. Alors, j'ai l'immense honneur de travailler avec elle depuis près d'une dizaine d'années et Marie-Jeanne, elle effectue ses recherches dans, l'équipe LFI, Learning Fuzzy and Intelligent Systems, du laboratoire informatique de Paris 6 pour la Sorbonne Université, avant Université Pierre et Marie Curie. Et alors Marie-Jeanne et le reste de l'équipe qui est actuellement, dirigée par Christophe Marsala et bien continue à enrichir, l'imposant et le très important héritage qu'a laissé, Bernadette Bouchon-Meunier, qui a fait de l'équipe, LFI, bah, une équipe de rang mondial sur, l'intelligence computationnelle et notamment, l'usage de la logique floue pour l'apprentissage artificiel, l'extraction, la modélisation de connaissances, imparfaites ou imprécises. Et donc dans ce contexte, de très haut niveau, Marie-Jeanne apporte en plus, bah, une très grande maîtrise, des techniques d'apprentissage automatique, ce qui lui a permis notamment, d'apporter récemment, des contributions majeures dans des problématiques telles que le subspace clustering et la recherche d'explicabilité des méthodes d'intelligence artificielle. Et c'est ce qui va donc constituer le sujet principal de son exposé d'aujourd'hui, qui portera sur, l'explication, des données, et l'explication aussi des processus de classification. Donc, je pense que vous êtes un peu rodés maintenant. N'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion au fur et à mesure de la présentation de Marie-Jeanne. J'essaierai de les synthétiser, de la factoriser et puis de les restituer le plus fidèlement possible à la fin de la séance. Donc, bah, Marie-Jeanne, je te laisse ta place pour, nous parler donc de ce thème très intéressant, l'explication des données des classifieurs. À toi de jouer. Ben, merci beaucoup Grégory pour cette introduction et puis évidemment un très grand merci aux organisateurs de GC 2021 pour leur invitation qui me fait vraiment très plaisir et un grand merci particulièrement cette année pour tous les organisateurs qui relèvent avec courage et talent le challenge de l'organisation de la conférence à distance qui se passe hyper bien et vraiment de très chaleureuses félicitations à ce niveau-là. Et en particulier aussi, merci à Alexis de la Forge pour tout son soutien technique pour les tests et voilà. Donc pour aujourd'hui, donc effectivement, l'exposé que je vais faire se place dans le cadre de la thématique de l'XAI, donc l'Explainable AI, et de l'interprétabilité, pour commencer par le mot interprétabilité, qui est un mot qui n'existe pas en français, mais que tout le monde utilise. Donc l'objectif global considéré, c'est de fournir à un utilisateur des explications à deux niveaux, à la fois celui des données, qui n'est pas forcément le niveau le plus classique, et puis au niveau des classifieurs, et voilà, qui est plus habituel. Et dans les deux, en fait, ce que je vais chercher à montrer, c'est plutôt la difficulté de la tâche et des difficultés qui sont parfois un peu trop minimisées, je trouve, et pour illustrer quelques-uns des risques qui sont associés. Donc, de façon plus précise, le contexte considéré, c'est celui d'XAI, qui est un terme qui est devenu très, très à la mode. Donc, en fait, il vient du fait que l'intelligence artificielle est devenue omniprésente. Voilà, c'est dans tous les cadres applicatifs, tout le monde fait de l'IA, ou en tout cas de l'apprentissage automatique, souvent avec des modèles qui ont vu une complexité accrue. Donc, il y a des résultats qui sont de très bonne qualité qui sont obtenus, mais les modèles sont souvent des modèles boîte noire. Donc, c'est évidemment le cas du deep learning et des réseaux profonds, de XGBoost, des forêts aléatoires, ce qui fait que les résultats sont parfois très bons, mais on ne comprend pas pourquoi, on ne sait pas ce qui pouvait se passer. Et cette efficacité redoutable, parfois, amène le besoin pour diminuer le côté redoutable, de comprendre les raisons des décisions, notamment parce que l'efficacité est très élevée, mais elle n'est pas totale non plus. Et il y a des risques. Donc, en particulier, des risques de biais qui ont été mis en évidence par de nombreuses applications. Par exemple, le scandale de l'application Compass, là, le logiciel de prédiction de risque de récidive. Donc, il a été montré qu'il était très biaisé par les données. De façon générale aussi, des opacités, le risque des exemples adverses pour les deep learners, de discrimination vers certaines données. Voilà, de manque de confiance, d'incompréhension, et aussi pour des applications qui sont parfois, disons, dangereuses, entre guillemets, avec par exemple des voitures autonomes, dont on voudrait savoir pourquoi est-ce qu'elles prennent certaines décisions ou pas. D'un point de vue institutionnel, il a effectivement été inscrit, il y a des débuts pour donner un droit à l'explication. Donc, c'est en particulier le cas dans le fameux RGPD, le Règlement général sur la protection des données, qui est un règlement au niveau européen. Et puis, déjà avant, il y avait la loi pour une république numérique en France, pour mettre effectivement
un droit à l'explication, donc un droit à la lisibilité des résultats. Et donc, le terme XAI a maintenant à peu près plus de 3 ans. Il a été proposé donc, par la DARPA comme une implémentation de ce droit à l'explication et pour ajouter un objectif d'interprétation de lisibilité des résultats obtenus. Donc, c'est un terme donc les termes qu'on utilise, ça peut être donc, souvent des termes qui n'existent pas vraiment en français, donc l'interprétabilité, l'explicabilité qui n'existent pas beaucoup. Plus, en anglais, on parle aussi d'accountability. Alors là, je n'ai même pas essayé de traduire parce que voilà. Donc, il y a des différences parfois un peu subtiles entre ces termes. Donc, je n'ai pas eu envie de rentrer dans les détails qu'on peut faire entre ça et c'est pas toujours, tout le monde n'est pas toujours d'accord. C'est lié aussi à des termes de transparence et d'équité. Et donc, en fait, c'est un domaine qui est terriblement vaste. Et l'objectif d'être exposé, ça ne va pas être de le couvrir en entier, c'est tout à fait impossible, mais plutôt d'être à un niveau illustratif et de montrer, donc, comme je le disais, des difficultés particulières. Donc, plus exactement, en fait, je voudrais présenter 2 approches spécifiques qui se situent à des niveaux différents. Donc, le premier, c'est au niveau des données elles-mêmes, en regardant une approche qui est un petit peu différente, qui n'est pas forcément complètement considérée dans ce domaine-là en ce moment, qui est l'approche des résumés linguistiques. En fait, c'est une approche qui revient sur des anciens travaux, mais quelque part, on peut remettre un petit peu au goût du jour et remettre en avant pour montrer ce que ça peut donner. Et normalement, en particulier pour faire de l'interprétabilité au niveau de l'analyse exploratoire des données, avant même d'avoir un classifieur. Et en passant par une interface linguistique, donc en langage naturel, pour normalement permettre une interprétation plus facile. Voilà. Avant de passer donc, dans une deuxième partie, l'interprétation de classifieur. Donc là aussi, il y a tellement de méthodes possibles. J'ai choisi de parler un peu des explications contrefactuelles. Et puis ensuite, je parlerai de la conclusion. Donc, pour commencer, donc, je voudrais parler un petit peu des résumés linguistiques pour l'analyse exploratoire de données. Donc, l'idée ici, c'est vraiment qu'on a collecté beaucoup de données, comme ça se produit de plus en plus souvent, et on aimerait faciliter la compréhension de ces données en les rendant plus lisibles pour l'utilisateur. Donc, pour des grandes quantités de données, ça veut dire à la fois fournir une vue synthétique, donc vraiment en faisant un résumé, et en plus en exprimant ce résumé sous forme de texte en langage naturel. Alors, le langage naturel, on va voir que parfois, il n'est pas si naturel que ça et que ce qu'on utilise comme système fait des textes qui ont l'air un petit peu tordus, mais l'objectif, en tout cas, c'est de faire des textes en langage naturel. Et donc ici, pour illustrer ça, il y a des exemples de séries temporelles. Alors, les séries temporelles, c'est des données qui peuvent être parfois en grande quantité et qui quand même sont déjà un petit peu faciles au sens où on peut au moins avoir une représentation graphique, mais la représentation graphique ne suffit pas toujours à les comprendre. Et donc ici, j'ai mis quelques exemples de résumés en anglais qu'on peut en extraire pour montrer des choses qu'on peut, pour pointer du doigt des choses qui peuvent être d'intérêt dans ces séries temporelles. Donc les premières seraient par exemple des séries issues du domaine financier où on peut mettre en évidence des corrélations entre les séries temporelles et caractériser leur valeur. Dans le deuxième cas, ça pourrait être des séries dans un domaine médical. Donc ici, en fait, c'était le rythme cardiaque de différents patients. Et on peut chercher là aussi à les résumer vraiment en extrayant les caractéristiques principales, par exemple en disant que peu de patients ont un rythme cardiaque qui est une valeur moyenne la plupart du temps, c'est-à-dire qu'il y a parfois des valeurs extrêmes de part et d'autre. Et puis, on peut aussi faire des résumés linguistiques qui vont opposer différentes catégories, par exemple ici les patients qui s'en sont sortis et les patients qui sont décédés. Et puis un troisième exemple, on a des séries ici, une série temporelle périodique, et on peut chercher à résumer la période, et donc dire par exemple qu'environ toutes les 30 minutes, les données prennent des valeurs zéro. Et donc l'idée, c'est de dire que ces résumés linguistiques permettent de mieux comprendre les données, et voilà. Ce que j'aimerais montrer, c'est que ça peut avoir l'air d'être plus facile, mais en fait, on va se rendre compte qu'il y a plein de problèmes d'interprétabilité qui se posent, et au contraire, ça peut être un piège de penser que le cadre linguistique va être plus facile. Donc, il y a plein de familles pour faire des résumés linguistiques. Il y a des approches qui sont purement linguistiques, donc qui sont faites par des linguistes, que je ne vais pas détailler. Ce qu'on appelle résumé linguistique, c'est aussi parfois la tâche qui consiste à avoir un texte en entrée et à en produire un texte plus court. Donc, c'est effectivement aussi faire du résumé linguistique. Par exemple, et donc là, pour traiter ce genre de choses, des approches statistiques, en particulier des réseaux de neurones récurrents qui nous montré vraiment des qualités très, très importantes. Mais ce n'est pas non plus cette tâche-là qui m'intéresse ici. La tâche qui m'intéresse ici, c'est vraiment, on a des données numériques ou des séries temporelles et on cherche à en produire un texte.
Et pour ça, donc parmi les approches qui existent, il y a ce qu'on a appelé les résumés linguistiques flous. Donc, c'est des méthodes qui ne sont pas récentes, qui sont basées sur ce qu'on appelle des protoformes. Donc, en fait, c'est un peu des textes à trous qu'on va chercher à remplir pour permettre de caractériser des données. Donc, l'idée, c'est par exemple, le texte à trous, il a pour la forme QRX son P. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Le plus simple, c'est de prendre un exemple. Donc, on dit, par exemple, certains jeunes clients sont grands. Donc, le Q, ici, c'est un quantificateur qui va dire ici, c'est certain. Dans l'autre exemple, ce serait peu. Donc, on permet de quantifier le nombre de données qu'on qualifie. Ensuite, on a R qui est un qualificateur pour dire que parmi toutes les données X, on va s'intéresser seulement à celles qui vérifient la propriété R. Donc, parmi les clients, on va regarder ceux qui sont jeunes. Et puis ensuite, on va avoir le résumé proprement dit. Donc, on va dire sont grands. Et c'est ça qu'on apporte comme résumé. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça des résumés linguistiques flous? Parce que les quantificateurs, les qualificateurs et les résumés sont des sous-ensembles flous au sens où comment est-ce qu'on va définir être jeune ou être grand? Ça va être des sous-ensembles flous plutôt des sous-ensembles classiques. Et puis, ces protoformes vont être instanciés sur les données et associés à un degré de validité qui va permettre de mesurer à quel point est-ce que ce résumé s'applique aux données. Alors, il existe plein de protoformes différents. Et donc, l'exemple que je vais considérer ici, c'est celui qu'on appelle les motifs graduels, qui cherchent à capturer ici encore une notion qui semble assez naturelle dans les données, donc représentée ici par des données numériques en 2 dimensions, et on cherche à résumer cet ensemble de données en disant, en gros, plus l'attribut A est élevé, plus l'attribut B est élevé. Donc, ce n'est pas tout à fait la même forme de protoforme que ce que j'ai dit juste avant, mais on voit bien aussi le principe du texte à trous, et on va chercher à regarder qu'est-ce qui s'applique. Sachant que ici, quand je dis plus A est élevé, plus B est élevé, ça pourrait être un degré d'appartenance à une modalité floue si on veut. Et par exemple, si j'ai des données météorologiques, je pourrais chercher à dire plus la vitesse du vent est élevée, plus la température est élevée, en disant qu'est-ce que c'est qu'une vitesse de vent faible, et avoir une caractéristique floue pour représenter ça. Donc formellement, qu'est-ce qu'on a? On a des données numériques, alors soit elles sont directement numériques, soit en fait sont les degrés d'appartenance qu'on considère comme des attributs. Et après, on définit ce qu'on appelle un item graduel. Donc, un item graduel, c'est un couple qui est constitué d'un attribut et un sens de variation. Donc, voilà. Et ensuite, on définit un motif graduel comme étant un ensemble d'items graduels. Et par exemple, on va dire, plus la vitesse du vent est faible, ça veut dire que on a l'attribut vitesse du vent et on a le sens de variation qui est inférieur ou égal, pour dire que ça doit être plutôt classé dans cet ordre décroissant. Et ensuite, on dit qu'on a un motif graduel M, induit un ordre sur les données, et on va dire qu'un objet O est situé avant un objet O', pour l'ordre induit par M, s'il vérifie la contrainte d'ordre qui est impliquée par tous les attributs qui sont dans ce motif graduel. Alors, ça semble être une approche assez naturelle, mais en fait, ce qu'on peut voir, c'est que l'interprétation d'un tel motif graduel, en fait, il y a plein de possibilités. Et le fait qu'il y ait toutes ces possibilités, ça va faire que, en fait, on n'est pas sûr que l'utilisateur va vraiment comprendre ce qu'on souhaite qu'il comprenne. C'est-à-dire que, voilà, on a un piège d'interprétabilité parce qu'il y a tant d'interprétations possibles, c'est-à-dire tant de formalisation, tant de critères de qualité et tant de motifs extraits qui sont très variables, qui fait que la question se pose de savoir est-ce que le destinataire des résumés considère bien la même interprétation que celle qui est interprétée, et est-ce que le destinataire ne risque pas de croire qu'il y a quelque chose qui est présent dans les données, qui en fait n'est pas ce qui est extrait de données. Alors, pour donner quelques exemples, donc en fait, cette notion de motif graduel et de dire plus la vitesse du vent est faible, plus la température est élevée, il y a plein de formalisations qui ont été proposées. Donc, une première formalisation qui est assez ancienne, c'est de dire que cette notion-là, en fait, c'est une généralisation de règles d'association. En fait, ce qu'on dit, c'est quand on traduit plus on a M1, plus on a M2, en fait, on peut dire qu'on regarde si la présence floue de M1 induit la présence floue de M2. C'est-à-dire, est-ce que quand, effectivement, le vent est faible, est-ce que alors on a aussi que la température est élevée? Et à ce moment-là, on peut mesurer un support du motif graduel comme étant un degré d'implication entre ces choses-là. Et ça va être considéré pour chaque donnée individuellement. Et donc, on va sommer ça pour l'ensemble des données. Et ça, c'est une interprétation qui tient la route, qui n'est pas, qui peut être envisagée, mais qui n'est pas forcément celle avec laquelle j'avais introduit le principe, qui était plutôt basée sur une notion de covariation d'attributs, en disant, en fait, on ne va pas considérer chaque donnée individuellement, mais on va plutôt classer toutes les données et regarder si on a une tendance globale graduelle. Et là aussi, si l'utilisateur a en tête une notion de covariation d'attributs, mais ce qui est implémenté, c'est une généralisation des règles d'association,
bah, à ce moment-là, on va avoir une incompréhension et le résumé ne va pas correspondre, enfin, la compréhension que l'utilisateur va avoir du résumé ne va pas correspondre à ce que l'utilisateur, enfin, à ce que l'implémentation fournit. Mais ensuite, même si on dit qu'on se met d'accord sur considérer une covariation d'attributs, là aussi, il y a plein d'interprétations qui sont possibles. Alors, j'en cite ici 3 qui sont des travaux qui existent dans la littérature. Il y a une première façon de faire qui est de dire, on a effectivement, alors, ici l'orientation en 2 dimensions, on a effectivement que plus A est élevé, plus B est élevé. On peut mesurer ça en regardant une corrélation entre les valeurs et en faisant une analyse de régression. Et de dire, eh bien, plus la régression, alors ici c'est un exemple de régression linéaire, et on dit, plus on a une régression linéaire entre les deux, plus ce motif graduel va être vérifié. Et en plus, on peut faire intervenir la pente de la droite et de dire, plus la droite est effectivement proche de la verticale, plus ce motif va être vérifié. Ce n'est pas du tout la même chose que de dire, on ne s'intéresse pas à une corrélation des valeurs, mais on s'intéresse à une corrélation des ordres induits. C'est-à-dire, si quand je classe les valeurs par A croissant, est-ce que j'ai aussi le même classement par B croissant? Et donc, on peut définir un support comme étant une proportion de couple de points qui satisfait les contraintes d'ordre. On peut mesurer aussi par un taux de Kendall. Ou alors encore, si on conserve une information sur les ordres induits, on peut ne pas travailler sur une corrélation d'ordre, mais dire qu'on va chercher à extraire un sous-ensemble de données compatibles. Donc ici, sur le dessin qui est un peu petit, on dit que on va extraire de toutes les données simplement les données qui sont représentées en rouge et qui sont des données qui peuvent effectivement être ordonnées de façon à vérifier la contrainte d'ordre. Et on va compter quelle est la taille maximale de ce nombre de données qu'on peut faire. Et pourquoi est-ce que ça a une importance? Ça a une importance parce que dans les 3 cas, on ne va pas extraire les mêmes motifs. Plus exactement, en fait, le problème qu'on peut avoir, c'est la différence d'interprétation sur le rôle, l'amplitude de la déviation. Donc ici, c'est un exemple très simple, on a un tout petit nombre de données, 6 seulement, et on voit qu'en gros, on peut effectivement les classer plus A est élevé, plus B est élevé, sauf pour la deuxième donnée. Et alors là, si on dit par exemple qu'on s'intéresse à extraire un sous-ensemble des données, on peut dire dans les 2 cas, il suffit de supprimer une donnée pour que ça marche. Donc en fait, dans les 2 cas, on va avoir le même degré de support, les mêmes valeurs de support pour le motif graduel. Par contre, si on s'intéresse plutôt à des paires d'objets qu'on peut ordonner, à ce moment-là, on va dire qu'ici, on a une grosse déviation par rapport à la contrainte d'ordre et que ça va perturber violemment le motif. Et donc, ça fait que on ne va pas extraire les mêmes motifs dans les 2 cas. Et ça peut poser problème pour l'interprétation. Et donc, est-ce que vraiment l'utilisateur a compris ce qu'on a extrait des données? Et il me semble que c'est un piège classique. Et ce piège-là, il est vrai pour les motifs graduels de base, et puis il l'est plus encore pour des motifs graduels enrichis. Donc, il y a plein de propositions qui ont été faites pour dire toujours, donc si je reprends l'exemple météorologique, plus la vitesse du vent est faible, plus la température est élevée. Et on peut chercher à ajouter des clauses additionnelles, par exemple, en disant surtout si la vitesse du vent est comprise en un intervalle. Donc en disant que, par exemple, sur ces données-là, on ne va pas s'intéresser à toutes les valeurs de l'attribut A, on va regarder un sous-ensemble des données en restreignant un intervalle où ça peut marcher. Ou alors, on peut avoir ce qu'on appelle des clauses de renforcement, en faisant un renforcement par un 3e attribut, en disant plus la vitesse du vent est faible, plus la température est élevée, d'autant plus que l'humidité est faible. Et donc là, on va avoir autre chose. Et là encore, on va avoir de multiples choix d'interprétation, et donc de formalisation, donc de définition de critères de qualité, et donc de motifs extraits. Et donc ça fait que la phrase en langage naturel qui semble facile à comprendre peut en fait ne pas l'être tant que ça et induire en fait des erreurs de compréhension si l'utilisateur à qui le résumé est destiné n'est pas en phase avec la formalisation qui est faite derrière. Donc ça, c'était un premier exemple de risque de problème d'interprétabilité sur les résumés linguistiques. Et puis là, je voudrais en plus montrer qu'il en existe encore d'autres et qu'il y a d'autres questions d'interprétabilité à regarder sur les résumés linguistiques et en particulier sur le problème du choix des mots. Donc en fait, ce dont on a parlé ici, c'était plutôt au niveau d'une phrase d'un résumé linguistique en disant comment est-ce qu'on mesure son degré de vérité, donc à quel point est-ce qu'elle s'applique aux données. Ce n'est pas forcément facile. Il y a d'autres critères qui existent, par exemple sur la spécialisation, la longueur, l'adéquation des phrases aux données. Et puis ensuite, quand on fait un résumé linguistique, en général, on n'a pas une unique phrase, on a tout un résumé.
Et là aussi, en fait, les résumés vont être plus ou moins interprétables. Donc, est-ce que globalement, ils couvrent bien les données? Est-ce qu'ils sont trop complexes, trop longs? Est-ce que les phrases qui sont utilisées ont l'air naturelles ou non? Ça fait d'autres critères d'interprétabilité. Après, si on regarde non pas le résumé globalement, mais des couples de phrases, on peut dire qu'un résumé, par exemple, va être plus ou moins interprétable suivant que les phrases ont l'air redondantes. Par exemple, si on a un résumé qui est très long parce qu'il dit plus de 70% des données vérifient une propriété, et puis plus de 80% des données vérifient la même propriété, et puis plus de 90% vérifient la même propriété, en fait, on va avoir un résumé qui va être très redondant. En fait, peut-être que la seule phrase de plus de 90% des données aurait suffi. On peut regarder aussi si on a des phrases qui vont être cohérentes ou incohérentes, par exemple, parce qu'elles s'appliquent à des portions de données différentes. Et puis, le dernier point, un autre critère d'interprétabilité, ça se porte vraiment sur le vocabulaire, donc le choix des mots qu'on utilise. Donc, est-ce qu'on utilise beaucoup de mots différents? Est-ce qu'on a ce qu'on appelle ici le nombre de modalités? Ou bien est-ce qu'on a un nombre suffisamment restreint? Est-ce que les modalités sont suffisamment différentes les unes des autres? Est-ce qu'elles sont redondantes? En termes flous, on peut regarder quel est le type de partition, on peut regarder s'il y a des régularités. Et puis, je voudrais encore approfondir ce point et montrer que sur ce terme de vocabulaire et de rendu linguistique, en fait, on peut distinguer 3 niveaux de problèmes potentiels sur les termes qu'on utilise pour faire des résumés linguistiques. Donc, le premier niveau, c'est de dire, est-ce qu'il faut qu'on ait des termes qui soient en adéquation avec les données? Donc là, de quoi il s'agit? Donc à nouveau, un exemple en 2 dimensions parce qu'on voit bien comme ça ce qui peut se produire. Donc ici, je ne sais pas, on peut imaginer qu'on a des données qui décrivent, dont l'attribut est représenté ici en abscisse, représente en fait, je ne sais pas moi, le prix des hôtels. Et puis on considère que l'utilisateur a défini ici 3 termes qui correspondent au prix des hôtels, qui vont dire des hôtels qui ne sont pas chers, les hôtels qui sont de prix acceptable et les hôtels qui sont très chers. Et ce qu'on constate ici, c'est que le vocabulaire que l'utilisateur a défini pour lui comme étant naturel pour décrire les données, en fait, il ne correspond pas bien à la structure des données, parce qu'ici, on constate qu'on a à peu près 3 termes, et on a aussi à peu près 3 groupes de données, mais ici, il y a un groupe naturel des données qui va être en fait à cheval sur cher et très cher. Pourquoi? Parce que par exemple, l'utilisateur, il n'a pas une bonne notion du prix des hôtels dans une certaine région de France, par exemple, et le terme qu'il utilise, lui, va introduire une description des données qui va être en fait inappropriée. Donc plus exactement, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut qu'on ait une double adéquation entre le vocabulaire et les données numériques, au sens où si les données ont une même description numérique, elles auraient besoin d'avoir une même description linguistique, et puis réciproquement, des données qui sont associées à la même description linguistique auraient besoin d'avoir de conduire à des membres des mêmes groupes. Donc, en particulier justement avec Grégory, on a proposé des mesures de qualité pour évaluer l'adéquation du vocabulaire aux données en comparant les partitions qu'on peut obtenir si on fait un clustering dans l'espace linguistique ou si on fait un clustering dans l'espace numérique et en faisant une évaluation croisée de la qualité des partitions. Et puis, on a proposé aussi des méthodes de révision du vocabulaire en faisant des modifications locales des termes, en disant, par exemple, ici, non, le terme cher, par exemple, devrait être décomposé en 2 parties pour faire la différence entre les différents groupes. Et on a proposé plutôt de faire des décompositions des modalités qu'on suppose définies par l'utilisateur pour préserver l'interprétabilité par les utilisateurs et justement ne pas aller vers des termes qui ne lui conviendraient éventuellement pas parce qu'ils seraient trop différents de ce qu'il avait lui en tête. Donc ici, on lui dit qu'on raffine son vocabulaire, mais on préserve quand même ce qu'il peut avoir. Donc ça, c'est un premier niveau en disant, si on utilise un vocabulaire linguistique, il faut que ce soit adéquat avec les données. Après, il y a un deuxième niveau qui est vraiment une adéquation linguistique. Et donc, pour illustrer ça, ici, je prends l'exemple de l'expression linguistique d'une période. Donc, si, par exemple, on a des données qui correspondent, donc, comme j'avais dit tout au début, on a des données périodiques, on a une série temporelle qui sont périodiques, et on veut, par exemple, dire qu'environ toutes les 45 minutes, les valeurs sont élevées. Et la question, c'est quelle est l'expression linguistique de la période? Et par exemple, on peut montrer que pour avoir une phrase qui semble naturelle, il faut éviter les nombres qui soient trop grands ou trop petits. C'est-à-dire que si on dit environ toutes les 168 heures, les valeurs sont élevées, c'est une phrase qui ne va pas forcément parler beaucoup à un utilisateur qui préférerait dire environ toutes les semaines. Parce que 168 heures, ça correspond effectivement à une semaine. Ensuite, on peut avoir un deuxième niveau qui est de dire qu'on peut chercher à favoriser les entiers plutôt que les nombres décimaux. Et par exemple, l'utilisateur peut être prêt à faire une approximation et dire qu'il préfère dire environ toutes les 45 minutes plutôt que de dire
exactement toutes les 44,2 minutes, qui est un concept qui est peut-être plus difficile à capturer. Et à ce moment-là, on a besoin d'enrichir avec des adverbes comme environ. Et donc ça, ce sont les travaux de thèse de Gilles Moïse, entre autres, qui a proposé du coup une méthodologie en 3 étapes pour faire un rendu linguistique approprié, pour sélectionner l'unité favorable, donc plutôt, je vais par exemple ici sélectionner la semaine plutôt que l'heure, ensuite faire une approximation de la période et faire ensuite une sélection de l'adverbe. Ça, c'est un deuxième niveau. Et puis, si on va encore à un troisième niveau, on peut se rendre compte qu'on peut aussi être intéressé à faire ce qu'on peut appeler une adéquation cognitive. Donc, ça sont les travaux de thèse de Sébastien Lefort, qui travaillait plutôt en sciences cognitives, et qui, lui, a vraiment travaillé sur les expressions numériques approximatives qui sont justement des environ X, où X est une valeur numérique. Et il a regardé, en fait, comment est-ce qu'on peut capturer, qu'est-ce que c'est, par exemple, que environ 150, et quelle est la plage de valeur qui va être couverte par environ 150, par opposition à environ 8150, dont on se dit bien que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et si on avait environ 153, ben, probablement on aurait une plage de valeur couverte qui serait beaucoup plus étroite que le environ 150. Et donc, Sébastien Lefort, dans sa thèse, a fait des expérimentations avec des vrais gens, donc il a collecté des données réelles pour montrer, pour identifier les dimensions pertinentes de la valeur numérique X et pour regarder de quoi dépend cette plage de valeur recouverte. Et donc, il a montré que ça dépend de la magnitude, du dernier chiffre significatif, de la granularité, mais aussi d'une notion qu'il a proposé d'appeler la science cognitive, que je ne vais pas détailler ici. Et ensuite, il a proposé un modèle computationnel qui permet de faire un compromis entre les plages de valeurs dénotées et la complexité des bornes. Et donc ici, ce qui est représenté, alors c'est purement schématique, hein, c'est juste pour illustrer le principe, c'est en bleu, il y a environ 150, en bleu, il y a le nombre de personnes qui ont dit que ces valeurs-là étaient recouvertes par environ 150, et en rouge, il y a le sous-ensemble flou qui est construit par le modèle computationnel qu'il a proposé, et il a montré de façon qualitative que ça correspondait bien. Voilà, donc ça, c'était une première partie de l'exposé où je voulais montrer que même si on a l'impression, on peut interpréter des données en proposant des résumés linguistiques, et ces expressions linguistiques fournissent en effet des outils pour aider à interpréter les données et pour faciliter leur lisibilité, mais en même temps, ça soulève un certain nombre de questions, et il ne faut pas penser que parce que c'est en langage naturel, ça va effectivement être intuitif, et il faut être très attentif à un très grand nombre de problèmes potentiels. Et donc ça, c'est vraiment au niveau des données elles-mêmes. Et puis, dans une deuxième partie de l'exposé, donc je voudrais revenir à ce qui est plus classiquement de l'XAI, donc l'interprétation, ce qu'on appelle plutôt le Explainable AI, qui s'applique plutôt à l'interprétation de classifieurs. Et je vais me concentrer sur l'explication contrefactuelle, mais d'abord, je vais montrer quelques concepts clés de façon générale, ensuite les principes des approches contrefactuelles, et là aussi, illustrer quelques questions d'interprétabilité pour montrer que ça peut être un peu complexe également. Alors, pour commencer, donc, je voudrais juste rappeler très brièvement l'ampleur que prend le domaine de l'XAI pour l'explication de classifieurs, sachant que ça s'applique aussi à des régresseurs et en fait à des tas d'autres tâches de machine learning également. En fait, le premier problème, c'est que, ou le bénéfice, en fait, c'est ça qui fait aussi la richesse du domaine, c'est qu'il y a une absence de consensus sur qu'est-ce qu'on appelle interpréter un classifieur, qu'est-ce qui est une définition formelle satisfaisante d'un classifieur bien interprété, et même quelles sont les propriétés qui peuvent être souhaitées pour un classifieur. Et c'est lié aussi au fait qu'il y a une multiplicité énorme des besoins, et suivant l'utilisateur, interpréter un classifieur, ça peut avoir des expressions complètement différentes. Par exemple, on peut chercher à interpréter un classifieur parce qu'on a peur d'avoir une prédiction erronée. Et donc, ça veut dire que le taux de bonne classification ne suffit pas. On veut, quelque part, pouvoir confirmer ou réfuter le comportement du modèle. C'est presque une façon de débugger le modèle de classifieur qu'on a appris et, par exemple, éviter les biais ou un manque de robustesse, une vulnérabilité aux attaques. Et ce n'est pas du tout le même niveau d'interprétation qu'on peut avoir que si on utilise en fait une prédiction comme un résultat intermédiaire, qui va servir à construire un système plus global. Par exemple, si on cherche à prédire, je sais pas moi, des mécanismes de fraude à l'assurance, et bien en fait, le système qui prédit est-ce qu'un client est fraudeur ou non, en fait, va servir comme base pour définir des méthodes pour contrer
les approches de fraude. Et donc là, vraiment, le vrai objectif, c'est de comprendre le mécanisme mis en œuvre par les fraudeurs pour les contrer. Et ce n'est pas la même chose que de comprendre pourquoi est-ce qu'un utilisateur précisément a été défini comme étant un fraudeur. Donc ça, c'est 2 exemples de multiplicité des besoins. Les besoins dépendent aussi du niveau d'expertise du destinataire. Donc, suivant que le destinataire est un expert, alors que ce soit du domaine applicatif ou en machine learning, la forme de l'explication doit probablement être variable. Donc, on a une grande multiplicité d'approches, de catégorisation d'approches, d'axes de discussion des approches. Et donc là, il y a quelques références, il y en a énormément en ce moment pour ça, et je n'attends absolument pas à l'exhaustivité, évidemment. Et ce qui me semble particulièrement intéressant aussi, c'est que tout ce domaine d'XAI est une problématique très transdisciplinaire. Donc, c'est effectivement pris en main par les informaticiens qui font du machine learning, mais ça fait aussi appel à des notions de sciences cognitives, ou bien de philosophie, ou de droit, et de nombreuses autres disciplines légales. Alors, pour détailler un tout petit peu quelques axes de discussion qui existent pour structurer ce domaine très, très vaste, alors, c'est juste 3 exemples d'axes, il y en a beaucoup d'autres. Une première différence qu'on fait souvent sur les méthodes d'explication, c'est de savoir si les explications sont simultanées à la classification ou si elles sont postérieures. Donc, par exemple, on a parfois ce qu'on appelle des auto-explications, c'est-à-dire que le classifieur génère lui-même automatiquement ses propres explications, par opposition à des explications qui peuvent être faites post-hoc, c'est-à-dire après coup. On a un classifieur et derrière le classifieur, on peut brancher un expliqueur. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui est quelles sont les connaissances qui sont disponibles pour formuler ces explications. Donc, on parle d'hypothèse d'agnosticité. Alors, je ne suis pas sûre non plus que le terme d'agnosticité soit vraiment un mot qui existe en français, mais c'est comme ça qu'on l'utilise. Par exemple, la question, c'est est-ce que pour générer l'explication, on fait l'hypothèse qu'on dispose du classifieur lui-même? C'est évidemment le cas quand on fait de l'auto-explication. Si on fait l'explication post-hoc, ce n'est pas forcément le cas. Parfois, on n'a pas accès au classifieur lui-même, on a juste accès à la prédiction qu'il fait. Parfois, on peut se dire, est-ce qu'on dispose au moins du type de classifieur? Est-ce qu'on sait que c'est un classifieur linéaire ou un classifieur de type qui fournit une probabilité, par exemple, de prédiction ou ce genre de choses? Une grande question aussi, c'est de savoir, est-ce qu'on dispose des données d'apprentissage? Si on n'a pas les données d'apprentissage, est-ce qu'on dispose au moins de leur distribution? Est-ce qu'on a d'autres données qui sont non étiquetées, mais qui fournissent aussi des informations de distribution? Est-ce qu'on peut avoir des graphes causaux sur les attributs? Tout ça, ça a des genres de contexte qu'on peut utiliser ou non pour fournir les hypothèses. Et voilà. Et puis, il y a un troisième niveau qui est, est-ce qu'on fait des explications globales ou des explications locales? Des explications globales, ça veut dire qu'on s'intéresse au classifieur en général pour expliquer son comportement global. Là où l'explication locale veut se focaliser sur une prédiction particulière, c'est-à-dire qu'on cherche à comprendre pourquoi, pour une donnée particulière, on a eu telle prédiction ou non. Voilà, donc c'est juste quelques actes de discussion. Évidemment, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Et comme dit, il n'y a pas beaucoup de consensus sur les façons d'organiser les méthodes qui existent. Donc, c'était juste pour en citer quelques exemples. De la même façon, là encore, sans objectif d'exhaustivité, évidemment, juste citer la multiplicité des formes d'explication qu'on peut prendre. Donc, on a déjà parlé au début de l'exposé des formes linguistiques, dont j'ai dit qu'elles sont pratiques, enfin, elles peuvent être utiles, mais il faut se méfier. De la même façon, il y a des représentations graphiques. Alors, c'est utilisé en particulier pour les images. Par exemple, quand on cherche à expliquer la raison pour laquelle une image a été classifiée dans une certaine forme, on peut surimposer à l'image, par exemple, des saliency maps, donc des cartes de salience, pour expliquer quelles sont les zones de l'image qui vont être utiles. Il y a aussi des graphes, par exemple, de dépendance partielle ou des choses comme ça qui peuvent être utiles et qui sont des représentations graphiques. Après, il y a une autre famille qui définit des conditions suffisantes pour la classification, qui donc explique la prédiction qui est faite sur la forme de règles de décision. Je ne vais pas détailler, une approche naturelle pour faire ça, c'est par exemple d'avoir des arbres de décision avec plein de questions qui peuvent se poser. Donc, je ne rentre pas dans les détails parce que sinon, ce serait un peu trop long. Une troisième forme d'explication, c'est de dire qu'on va calculer une importance des différents attributs pour expliquer quels sont les attributs qui décrivent les données qui vont jouer un rôle principal pour faire la prédiction. Donc c'est ce qu'on appelle les méthodes de feature importance, dont un des exemples emblématiques, c'est la méthode LIME, qui est très, très utilisée, et puis ensuite toutes ses variantes, en particulier SHAP, puis ses propres variantes.
Et là aussi, des tas de différences suivant que c'est une explication locale, quelles sont les hypothèses d'agnosticité qui sont faites, en particulier sur le classifieur ou pas le classifieur. Et puis, c'est pas tout, évidemment, il y a encore plein d'autres méthodes. Il y a des méthodes qui disent que le classifieur lui-même fournit une explication. Donc, ça peut être les auto-explications, comme on a dit tout à l'heure. Par exemple, un arbre de décision peu profond, des méthodes de régression parcimonieuse, les méthodes de self-explaining classifier de façon générale. Et puis, si le classifieur lui-même est trop complexe, alors il y a les méthodes de type surrogate models qui proposent de définir un classifieur, alors je traduis ça par substitution, qui disent que si le modèle global est très complexe, on peut réapprendre localement un classifieur de substitution qui, lui, va être plus simple et qui va suffire localement à rendre compte de la classification. Et si je reviens juste sur le transparent précédent, on peut considérer que, par exemple, Lime, qui fait un modèle linéaire local, c'est aussi une méthode qui peut rentrer dans le cadre des approches surrogates. Et donc, ça montre bien que la plupart des méthodes sont aussi hybrides. Et puis, celles que je vais détailler un tout petit peu plus ici sont les méthodes qui sont basées sur des données particulières. Donc, il y a des méthodes qui sont basées sur des prototypes, il y a des méthodes qui identifient des données d'apprentissage les plus influentes, là aussi apprises par réapprentissage. On peut voir ça aussi comme une façon de faire un surrogate avec une forme très particulière du classifieur de substitution. Et puis, les approches contrefactuelles, que je vais détailler un petit peu plus. Donc ça, c'était juste pour rappeler, si besoin était, que c'est un domaine qui explose et qui va dans toutes les directions et qui a plein d'approches très différentes les unes des autres. Alors, si je détaille un petit peu ce que sont les explications contrefactuelles, donc les principes de base, c'est de dire que ça se base sur ce qu'on appelle le raisonnement contrefactuel. Le raisonnement contrefactuel, c'est très étudié du point de vue de la philosophie, la psychologie, les sciences cognitives. Alors d'abord, pourquoi ça s'appelle contrefactuel? C'est simplement parce que ça se base sur le contraire des faits. En fait, ça se base sur une espèce de vue de l'esprit. Et voilà, c'est pour ça qu'ici, je dis que ça modifie en imagination. Et c'est le fait qu'on se base ici sur un élément imaginaire qui fait que c'est contrefactuel. Voilà, c'est le contraire des faits. Et en fait, ça imagine l'issue d'un événement quand on modifie l'une de ses causes. Donc, un exemple typique qu'on trouve sur Wikipédia, par exemple, ou sur les encyclopédies de philosophie, c'est de dire, un raisonnement contrefactuel, c'est de dire, si James Dean avait pris le train le jour de son accident de voiture, il ne serait pas mort. Donc on voit bien que c'est une pure vue de l'esprit qui ne correspond à aucun fait. Et ce principe du raisonnement contrefactuel, il a été proposé de mettre en œuvre pour les explications, en disant que on peut, pour les explications, mais aussi de façon générale pour plein d'autres applications que je ne détaille pas, en disant qu'on va chercher à analyser les prédictions en envisageant des modifications imaginaires susceptibles de changer les conclusions. Plus exactement, ce qu'on dit, c'est qu'on va considérer des variantes de la donnée qui est expliquée en disant qu'est-ce qu'il faudrait changer à la donnée pour avoir une prédiction différente. Alors, je vais illustrer ça tout de suite. Donc, l'exemple typique qu'on donne, c'est un exemple où on a des individus qui postulent pour demander un crédit et on suppose que leur demande de crédit a été rejetée. Donc, en général, c'est aussi intéressant, si la demande de crédit est acceptée, on ne demande pas forcément d'explication. Là aussi, le besoin en explication, il peut différer suivant la prédiction qui est faite. Et là, si la demande de crédit a été rejetée, alors on peut demander pourquoi. Et l'idée de l'explication contrefactuelle, c'est de dire, pour que la demande soit acceptée, le candidat, pardon, il y a une faute de frappe, le candidat aurait dû gagner 500 € de plus par mois et avoir un accident de moins, donc si c'est une demande de crédit pour un achat d'une voiture, par exemple. C'est un exemple tout à fait fictif, hein, il n'a pas beaucoup de sens, mais c'est pas grave. Et là, ce qu'on dit, c'est que, voilà, on fait l'hypothèse que le candidat est décrit par tout un ensemble d'attributs, et ici, on imagine deux modifications sur cette donnée, sur le candidat, donc son salaire et le nombre d'accidents qu'il a par an, pour voir comment cette variante de la donnée peut fournir une explication. Donc il y a des tas de modélisations, enfin, il y a de très nombreuses motivations à ça. Il y a d'une part des motivations cognitives. En fait, il est montré que c'est un mode de raisonnement assez naturel, qui a aussi un rôle sur les émotions ressenties. C'est aussi un mode de raisonnement qui est souvent utilisé pour l'apprentissage, c'est-à-dire que d'un point de vue pédagogique, souvent on explique par l'exemple en faisant des comparaisons. Alors là aussi c'est un exemple fictif, je ne suis pas allée vérifier exactement, mes compétences sur les livres et les lapins sont assez faibles,
Mais on peut imaginer une explication qui dit si l'animal avait eu des oreilles plus longues, alors ce serait un lièvre et non pas un lapin. Et là aussi, c'est typiquement une explication contrefactuelle où on modifie un des attributs pour expliquer ce qui peut se passer. Et puis, il y a aussi une motivation assez pratique qui est que, alors c'est ce qu'on parle en termes d'actionnabilité, ça donne des indications à l'utilisateur, donc celui qui a eu une prédiction, sur les actions éventuelles qu'il peut mener pour changer la prédiction. Et donc ça rentre assez dans le cadre du RGPD dont je parlais tout au début de l'exposé. Donc ce principe assez général, après la question c'est comment est-ce qu'on peut le formaliser. Alors ici on se place dans un cadre d'explication post-hoc, donc ça veut dire on fait une explication a posteriori, donc on se donne un classifieur F, et a priori on n'a pas forcément beaucoup d'informations sur ce classifieur. Et puis on fait aussi une explication locale, puisqu'on va faire une explication pour une donnée particulière. Donc ici je la note X. Et l'idée de l'explication contrefactuelle, c'est de dire qu'on va construire un nouvel individu, donc une nouvelle donnée E, telle que f de E soit différent de f de X. Ça veut dire que la prédiction pour la donnée E, pour le contrefactuel E, va être différente de la prédiction qu'on a pour X. Et l'explication en elle-même, ça va être le changement à apporter, c'est-à-dire la différence entre E et X. Donc ça, c'est une première proposition de formalisation pour l'explication contrefactuelle qui, évidemment, ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'on rajoute normalement de dire qu'on va chercher à construire un tel E qui minimise l'effort, c'est-à-dire qu'on va dire, on ne va pas s'amuser à changer tous les attributs possibles et de dire, on a un individu qui a une certaine prédiction, s'il changeait tout, il pourrait avoir une autre prédiction. Non, ce qu'on veut avoir, c'est bien avoir un changement minimal à apporter à cette explication. Et du coup, si on fait ça, on va dire qu'on va chercher une explication, ça va être le E étoile, qui va minimiser un coût C indice X de E. Alors C indice X parce que la modification doit être relative à l'individu qu'on cherche à expliquer, telle que la prédiction F de E soit différente de F de X. Et à ce moment-là, ce qu'il faut faire pour utiliser ça, c'est définir la fonction de coût, définir l'espace de recherche et définir la méthode d'optimisation. Et là, je voudrais juste insister sur le fait que ce qu'on cherche à faire, c'est bien que la prédiction pour E soit différente de la prédiction pour X. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à ce que la vraie classe de E soit différente de la vraie classe de X. Ici, ce qu'on cherche à expliquer, c'est bien le classifieur F, et donc on se place par rapport au classifieur et pas par rapport à une réalité sous-jacente. Et là, j'ouvre la voie vers une différence éventuelle entre les explications contrefactuelles et les exemples adverses, qui est aussi un vaste débat qui pourrait nous emmener beaucoup plus loin. Alors, quelques exemples qui existent donc, pour résoudre ce problème-là, parce que si on considère qu'effectivement c'est une bonne façon de traduire le problème, on a encore plein de possibilités sur comment le traduire. Pourquoi? Par exemple, pour la fonction de coût. Donc, quand on va dire quel est le coût de l'exemple E qu'on choisit par rapport à X. Alors, on va dire, on va calculer une distance par rapport à X. Oui, mais alors quelle distance? Est-ce qu'on prend une distance euclidienne? Est-ce qu'on prend une distance L1? Est-ce qu'on prend une distance L0? Ou la distance L0, en fait, quelque part, elle va juste compter le nombre d'attributs qu'on va modifier. On peut aussi dire qu'on va faire un coût non uniforme sur tous les attributs en disant qu'il y a certains attributs qu'on va autoriser à modifier plus facilement que d'autres. Ça, c'est un premier exemple de variabilité. Ensuite, il y a un deuxième exemple, un deuxième axe qui est en fait lié, qui est de dire, sur les espaces de recherche, est-ce qu'on va chercher le E étoile dans tout X, ici, on va chercher le E dans tout X, ou bien est-ce qu'on va chercher dans un sous-ensemble de X? Et donc, par exemple, les travaux de Lache, mais plein d'autres, définissent ce qu'on appelle les attributs actionnables, en disant, on ne peut pas chercher à modifier tous les attributs, on va décomposer les attributs entre ceux sur lesquels l'utilisateur peut avoir un impact direct, sur lesquels il peut avoir un impact indirect, et ceux sur lesquels il ne peut pas avoir d'impact. Pourquoi ça? Parce que si on dit, la demande de crédit a été rejetée, mais si vous aviez eu 10 ans de moins, vous auriez pu accepter, votre demande aurait été demandée, ce n'est pas une explication qui est très utile à l'utilisateur, au sens où il ne va pas pouvoir réaliser cette prédiction-là. L'âge est un attribut qui est actionnable que dans un sens. L'utilisateur peut attendre, il ne peut pas revenir en arrière. Et après, on peut faire des choses qui vont encore plus loin et chercher par exemple des corrélations entre attributs. Donc c'est pour ça qu'ici, on définit des attributs indirects en disant on ne peut pas modifier par exemple directement le niveau d'étude, mais on peut avoir un effet pour faire ça. Voire des prises en compte de causalité. Et ensuite, on peut aussi changer la méthode d'optimisation. Et par exemple, si on sait qu'on a un classifieur linéaire par des méthodes particulièrement efficaces,
ou alors on peut faire un échantillonnage purement aléatoire. Donc là, je vais juste donner un petit exemple. Donc c'est l'algorithme Growing Spheres qui a été développé dans les travaux de thèse de Thibault Logel, qui a soutenu cet été. Alors lui, ce qu'il propose comme fonction de coût, c'est de faire une combinaison entre la distance euclidienne et la distance L0, qui est le nombre d'attributs à modifier. Et il propose de faire une optimisation séquentielle en faisant d'abord, parce qu'en fait, ici, on cherche un compromis entre avoir une donnée qui soit la plus proche possible et avoir une explication qui soit simple, c'est-à-dire qui modifie peu d'attributs. Et pour optimiser ça, donc ce que propose Thibault, c'est de faire d'abord une méthode de Monte-Carlo pour chercher une approximation, qui c'est très important, on ne cherche pas le E étoile qui minimise la distance euclidienne, on en trouve simplement une approximation. Et comme on n'a pas la valeur idéale de E étoile, on n'en a qu'une approximation, alors on peut rendre le résultat parcimonieux. Donc, un petit exemple graphique, ce sera plus facile. Donc ici, on considère que, donc c'est un exemple toujours en 2D, on considère qu'on a ici la frontière de décision. On a la donnée X qui est la donnée qu'on cherche à expliquer. Et on a, voilà. Et donc, pour expliquer ça, on va générer dans une sphère autour de X des données aléatoires. Donc, c'est pour ça que c'est une méthode de Monte-Carlo. Et puis, on va faire grandir progressivement cette sphère. C'est pour ça que l'algorithme s'appelle des Growing Spheres, jusqu'à tomber sur des données qui sont de l'autre côté de la classe prédite. Donc, on va bien avoir des données qui sont de l'autre classe. Mais ce qui se passe, c'est que quand on fait cette méthode aléatoire, on ne va pas tomber ici sur le point vert. Petit, j'espère que vous arriver à le voir. Sur ce point vert qui est effectivement la donnée la plus proche, qui minimise, enfin, la donnée la plus proche qui est de l'autre classe, on va tomber sur un E tilde qui est un petit peu plus loin. Et le fait qu'on tombe sur ce E tilde qui est un petit peu plus loin, ça fait qu'on va pouvoir chercher maintenant à le rendre parcimonieux. Et le rendre parcimonieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on ne va pas directement modifier les deux attributs pour aller vers E étoile. On peut tomber ici sur une explication qui va modifier un seul attribut pour avoir une explication plus parcimonieuse. Voilà, c'était juste un exemple. J'avais prévu de parler d'un autre exemple, mais je pense que je vais sauter cet exemple-là, parce que j'aimerais encore vous montrer que sur ce principe des algorithmes, des méthodes contrefactuelles, vous citez deux exemples de questions d'interprétabilité qui me semblent intéressantes à se poser. Donc là aussi, ce sont les travaux, c'est d'autres parties des travaux de thèse de Thibault Logel, qui me dit que, alors en fait, ces questions d'interprétabilité et de savoir si l'explication fournie est vraiment interprétable, en fait, elles sont liées le plus souvent à l'hypothèse d'agnosticité, c'est-à-dire que là, pour l'instant, on a considéré qu'on n'avait aucune information, ni sur les données fournies, ni sur le classifieur. On peut juste interroger le classifieur en mode oracle. Et donc ici, je vais parler plutôt sur l'exemple. Donc on a la donnée X qui est à expliquer. Et puis on a sur les fonds, donc le fond jaune et les fonds verts sont les deux classes qui sont à prédire. Et on voit que si on cherche à faire une explication, par défaut, le contrefactuel le plus proche, donc le point le plus proche, c'est le point qui est ici. Mais on peut considérer ici que ce contrefactuel, il est en fait lié à un artefact du classifieur. C'est-à-dire que le classifieur ici, en gros, il a appris un truc bizarre qu'il n'aurait peut-être pas dû apprendre. Et du coup, on peut se dire que pour l'utilisateur, il serait plus réaliste, il serait plus pertinent d'avoir un counterfactuel qui serait effectivement peut-être un petit peu plus loin, mais qui serait plus justifié par des données, des vraies données. Le problème, c'est que les vraies données, on ne les a pas. Donc, on peut proposer de définir cette notion d'explication justifiée ou non en disant que, alors ici, on a rajouté des carrés verts, et ces carrés verts, ça correspond à des données d'apprentissage qui sont des vraies données, et on peut dire que ce counterfactuel 2, ici, il est reliable à une vraie donnée, et donc, quelque part, il est plus justifié que ce counterfactuel 1, là, qui est relié à rien. Donc, Thibault a proposé une méthode de diagnostic qui utilise les méthodes d'apprentissage, les données d'apprentissage, et il a montré que les méthodes existantes sont très sensibles à ce risque. Un autre problème qu'on peut avoir, c'est d'avoir des explications qu'on peut dire hors distribution. Donc, c'est quoi ici? Donc, ici, on a un autre exemple d'un classifieur toujours en 2 dimensions pour pouvoir faire des dessins, et on a des données qui sont dans 3 classes. Si on a cette donnée X, là, le point rouge à expliquer, alors le contrefactuel le plus proche, en fait, ça peut être le point qui est situé tout là-bas. Et ce qui se passe, c'est que tout là-bas, en fait, le classifieur, il a improvisé dans une zone où il ne disposait pas de données. Alors c'est là que ça devient un petit peu compliqué parce qu'effectivement, on attend du classifieur qu'il improvise. Alors d'habitude, on ne parle pas d'improvisation, on parle de
généralisation. C'est-à-dire que le classifieur, effectivement, doit pouvoir généraliser les données d'apprentissage. Mais là, on peut se dire qu'il a généralisé peut-être un peu trop loin. Et donc, est-ce qu'il a raison d'aller faire là-bas? Donc là aussi, d'aller faire cette prédiction-là. Et donc, c'est aussi une notion, quelque part, de justification. Mais ce problème d'explication hors distribution, ça peut, là aussi, conduire à un risque d'explication qui soit non pertinente. Par exemple, si on dit que l'utilisateur, le demandeur, devrait être âgé de 5 ans. En fait, le classifieur qui prédit si la demande de crédit a été acceptée ou non n'a vu aucune donnée associée à 5 ans. Et donc, ça pourrait être problème. Ou alors, on peut avoir des cas un petit peu plus compliqués, où en fait, on va avoir des combinaisons entre attributs qui vont être des choses qui ne sont pas possibles. Par exemple, on pourrait dire le demandeur devrait avoir le même âge et un niveau d'études strictement supérieur. Et ça, ce n'est pas possible. Parce que si on demande à l'utilisateur d'avoir un niveau d'études strictement supérieur, bah alors il y a une corrélation ou une causalité avec l'âge, exactement, l'âge, enfin le niveau d'études va être va avoir un effet causal sur l'âge. Et donc, c'est pour ça qu'il existe plusieurs méthodes pour expliquer, pour éviter ces explications hors distribution, donc qui en général font des hypothèses d'agnosticité moins radicales. Par exemple, dans le cas où on a des données qui sont disponibles, alors il y a la méthode FACE qui dit que ce qu'elle va faire, c'est chercher un exemple contrefactuel, mais pour lequel il existe un chemin entre la donnée à prédire et le contrefactuel, et ce chemin passant par des données vues en apprentissage, en imposant que ces données-là doivent vérifier une contrainte de densité. Comme ça veut dire qu'il doit exister un chemin dense entre la donnée à expliquer et le contrefactuel, ce qui permet d'éviter d'avoir des explications hors distribution. Si on n'a pas les données disponibles elles-mêmes, mais qu'on a juste des distributions de données, alors il y a d'autres méthodes qui disent qu'on va imposer directement une contrainte de contrefactuel dans une région de densité élevée. Si on a non pas la distribution des données, mais qu'on a des informations de causalité, alors on peut faire encore une troisième variante qui va utiliser un score causal qui va pénaliser des valeurs d'attributs qui ne sont pas compatibles avec le graphe causal sous-jacent. Et plein d'autres méthodes, et donc évidemment, il n'est pas possible de les citer toutes. Donc c'est vraiment juste pour donner un aperçu un petit peu générique des questions d'interprétabilité qu'on peut se poser. Donc pour conclure cet exposé qui évoquait plein de choses, donc je voudrais juste commencer par remercier toutes les collaborations avec des gens dans toute la France, des doctorants et des collaborations pour toutes les thématiques que j'ai citées ici. Et donc dire que le XAI, c'est un domaine qui est très riche, qui est absolument passionnant, je trouve, qui est une pas figée, qui est en pleine expansion, ça part dans toutes les directions. C'est aussi permis par le fait qu'il n'y a pas de consensus, parce qu'il y a aussi une composante subjective très importante sur qu'est-ce qu'une explication et qu'est-ce qu'une bonne explication. Il y a plein d'approches possibles, il y a plein de questionnements possibles. La définition même de la tâche n'est pas forcément bien faite. C'est à la croisée de plusieurs disciplines. Et pour montrer la richesse du domaine, donc je dis ici que toutes les conférences ont maintenant des sessions spéciales, des workshops, des conférences qui sont dédiées. Je voulais aussi citer là au niveau français 2 actions particulières. Donc dans le groupe de recherche IA, il y a un groupe de travail explicabilité mené par Christophe Denis et Nicolas Maudet. Et puis là, tout récemment, Nicolas Labroche, je ne sais pas s'il est là, mais il pourrait éventuellement en parler, il y a un atelier Madix qui se lance sur ces thématiques-là. La première réunion de l'atelier doit avoir lieu très prochainement. Donc, si vous êtes intéressé par les thématiques, n'hésitez pas à prendre contact avec Nicolas Labroche ou Michael Baker. Et cet atelier-là, il vise aussi à la multidisciplinarité. Et puis, je n'ai pas pu résister à dire que j'ai cité quelques questions, mais il en existe encore tellement plein d'autres. Savoir comment est-ce qu'on mesure la localité d'un classifieur local en disant on veut expliquer une donnée, certes, mais en même temps, on veut quand même que la donnée juste à côté, peut-être une explication qui ne soit pas complètement différente. Donc, c'est une question de robustesse de l'explication. Il y a aussi la question de dire, si on a des explications, alors pour l'instant, les méthodes dont j'ai parlé, sauf la première approche linguistique, les approches, quelque part, elles sont présentées de façon, en gros, elles s'adressent surtout à des utilisateurs experts en IA. C'est-à-dire qu'un contrefactuel, c'est bien beau d'avoir un contrefactuel. Après, la question de savoir sous quelle forme on présente ce contrefactuel à l'utilisateur, c'est pas du tout évident. On a besoin de faire des interfaces explicatives qui sont un domaine qui est très proche, mais un petit peu distinct, avec des approches de design sur comment représenter les résultats de façon intéressante. Il y a des possibilités d'expression linguistique, évidemment, qui fait le pont avec la première partie de l'exposé, mais si, par exemple, on dit
Si le demandeur gagnait 317,62 € de plus par mois, l'utilisateur peut se demander, cette explication est-elle vraiment pertinente? Est-ce qu'on ne peut pas dire environ 320 € ou environ 310 € qui serait plus pertinent? La question évidemment de l'évaluation, de comment est-ce qu'on mesure, est-ce qu'une explication est satisfaisante ou pas. Je pense qu'il est indispensable de mettre l'utilisateur au cœur de l'approche, mais encore, ce n'est pas évident. Donc on peut se demander, alors on peut se dire, une explication est bonne si l'utilisateur a compris ce qu'on voulait lui faire comprendre. Donc est-ce qu'il a compris l'explication? Ben oui, mais à ce moment-là, quel est l'objectif pédagogique? Dans l'exemple du crédit, qu'est-ce qu'on espère que l'utilisateur ait compris? Et vraiment, c'est en termes de, est-ce qu'on va faire un examen sur a-t-il compris comment est-ce qu'on affecte des crédits ou non? Je ne pense pas que ce soit pertinent. Mais du coup, qu'est-ce qu'on veut qu'il ait compris vraiment? Sinon, si on se demande, peut-être qu'il n'a pas besoin de comprendre, mais il doit savoir quoi faire, mais en même temps, on ne va pas le pousser à la fraude non plus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lui dire, il faudrait déclarer les choses comme ça pour que ça marche. Et voilà. Et puis, il y a une question qui est encore plus vaste pour moi, qui est, voilà, est-ce que de telles approches d'explicabilité vont permettre de rétablir la confiance des utilisateurs dans les outils, dans les classifieurs et dans les méthodes d'IA? Ou bien, est-ce que, et je pense que là, il y a un risque auquel la communauté scientifique en IA et en XIA doit être très attentive, ou bien est-ce qu'on est en train de donner des outils pour, quelque part, manipuler les utilisateurs, et à partir du moment où on définit ce que c'est qu'une bonne explication, est-ce qu'il n'y a pas le risque de faire une explication dont on sait qu'elle va probablement sembler convaincante à l'utilisateur pour lui faire accepter une prédiction qui, voilà. Donc, je pense qu'il y a des problèmes, on peut aller sur des problèmes éthiques à ce niveau-là aussi. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour l'invitation de façon générale. Alors, je pense que vous m'entendez. Marie-Jeanne, c'est bon? Enfin, toi, tu m'entends forcément, mais les autres, j'espère aussi. Oui, allez, OK. Confirmation d'Alexis. Alors, merci Marie-Jeanne pour cet exposé si riche qu'il a levé des tonnes de questions. Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir toutes les poser. Je vais essayer de factoriser un petit peu. Tout d'abord, sur la première partie, sur l'explication des données. Donc, on a une question de Thomas Guyet et puis qui rejoint peut-être d'autres questions qu'on a eues sur est-ce qu'il n'y a pas une surcharge en fait cognitive à générer des explications linguistiques au-dessus des données? En gros, est-ce que le passage retour en fait de l'espace symbolique vers l'espace numérique catégoriel initial n'est pas trop compliqué pour les utilisateurs? Ou est-ce qu'il y a des contextes où vraiment on a besoin de ces explications linguistiques? La question se pose, effectivement, et je ne suis pas sûre d'avoir des bonnes réponses à ce sujet-là. En fait, c'est par exemple, l'idée, c'est de se dire, si on a un utilisateur, je ne sais pas moi, qui demande, je sais pas moi, qui fait une demande à une interface de requête pour trouver un hôtel, du temps pour encore partir en vacances et pour trouver des hôtels pour les vacances, mais voilà, est-ce que lui fournir un résumé de toutes les possibilités en disant la plupart des hôtels proposent une offre qui est autour de tel montant, et il y a quelques hôtels qui proposent une piscine, etc. Est-ce que ça ne peut pas faire un résumé qui est plus facile à interpréter pour l'utilisateur que d'avoir une longue liste enfin voilà, donc en fait la liste de toutes les données fournies. Et donc, voilà, voilà, moi je pense que ça peut être une interface, une façon de résumer de façon sympathique pour l'utilisateur, mais c'est tout à fait discutable, je suis bien d'accord. Non, tout à fait. Je compléterais même par dire qu'il y a des contextes métiers réels où les gens attendent des résumés linguistiques, genre les rapports médicaux, où là, ce qu'on archive, ce n'est pas des données numériques, mais des données linguistiques. Il y a après d'autres questions sur le choix des mots, la granularité des résumés. Vincent Lemaire avait par exemple demandé est-ce qu'il existe des résumés linguistiques qui se font au niveau de l'instance et pas au niveau du jeu de données lui-même? Et on avait une autre question sur la complexité des modèles et donc le choix des phrases utilisées. Est-ce qu'il n'y a pas des formules ou des redondances qui peuvent être éliminées? Alors, je ne suis pas sûre de comprendre ce qui est sous-entendu sur le résumé d'une donnée. Alors, on peut résumer, si c'est une donnée numérique, ça ne me semble pas forcément complètement évident. Si c'est une série temporelle, si, bien sûr, on peut résumer une série temporelle, par exemple, en extrayant des informations sur sa périodicité, sur ce genre de choses. Ça, c'est tout à fait possible.
Je ne sais pas si ça répond à la question, je ne suis pas sûre. Il n'y a pas de retour en direct, mais j'imagine que oui. Et après, effectivement, quand on a un résumé qui est constitué de plein de phrases, eh ben, effectivement, il y a aussi toute une question d'interprétabilité au niveau du résumé lui-même, au niveau des couples de phrases. C'est qu'on veut des phrases qui se complètent les unes les autres, mais en même temps, elles ne doivent pas être trop redondantes. Et ça, en fait, c'est lié aussi au problème quand on fait simplement des règles d'association et qu'on récupère des milliards, enfin, un problème classique, c'est de récupérer énormément de règles d'association et il faut faire le tri dedans. Et ça, pour moi, c'est aussi, enfin, voilà, cette notion de faire le tri, c'est bien de sélectionner l'information qui va être pertinente. Et pour des résumés linguistiques, c'est le même type de questions qui se posent. Et donc, effectivement, des inclusions de phrases, donc des phrases qui sont induites les unes par les autres, mais parfois avec des degrés de qualité qui sont différents. Il y a aussi des contraintes de cohérence. Parfois, on a des phrases qui ont l'air contradictoires, simplement parce qu'elles s'appliquent à des données, à des portions de données différentes. Donc, si, effectivement, au niveau global du résumé linguistique, beaucoup de choses. D'accord. Alors, pour continuer, peut-être une question d'Arthur qui fait la transition un peu entre les deux parties, parce que je pense qu'elle peut porter sur les deux parties, la partie linguistique et la partie sur les classifieurs. C'est comment rattacher l'explication à du texte dans le cadre de l'analyse d'images. Donc, en gros, est-ce qu'on peut expliquer des images par du texte? Est-ce que tu as des informations sur de l'explicabilité, de méthodes automatiques de traitement d'images? Enfin, j'espère que j'interprète bien la question. Alors, je connais moins le traitement d'image. Franchement, voilà, très sincèrement, je connais beaucoup moins. Il existe des méthodes qui font des descriptions linguistiques d'images. Après, pour résumer un ensemble d'images de façon linguistique, je ne sais pas trop ce qui existe. Ok, juste pareil, il y a des travaux que Marie-Jeanne pourrait citer sur l'explication en fait des motifs dans les images à partir de textes, c'est-à-dire d'écrire en fait les objets, les scènes à partir d'informations linguistiques. Il y a eu pas mal de choses de fait dans la communauté peut-être là-dessus. Alors après, il y a plein d'autres questions sur la deuxième partie qui étaient évidemment très intéressantes, et il y a notamment des questions qui se posent sur des différences entre ce terme d'XAI et d'autres termes qu'on a plus l'habitude de voir, comme par exemple la sélection de features. Quel est le lien entre ça et la sélection de features? Des questions sur est-ce qu'il y a vraiment une différence entre explicabilité et interprétabilité? Voilà, pas mal de questions autour de ça. Alors oui, sur les termes explicabilité, interprétabilité, et puis il y a aussi par exemple accountability et des tas de choses. Donc il y a des travaux qui existent, il y a des gens qui se proposent de faire des différences entre ces termes-là. Je ne suis pas forcément sûre d'avoir trouvé quelque chose qui, moi, me semble complètement concluant et qui fasse consensus. Mais voilà, et donc il y a des gens qui font des différences entre ces termes-là, ça c'est sûr. Voilà, s'il y a des références qui existent, qui semblent faire consensus, je suis tout à fait intéressée. Il ne faut pas hésiter à les partager parce que c'est vraiment des choses qui sont en cours. La question sur XAI et la sélection d'attributs, effectivement, c'est lié. En fait, XAI, pour moi, l'XAI, c'est aussi un nouveau regard sur de nombreuses méthodes qui existent avant. Et on peut dire que quelque part, que quand on fait une sélection d'attributs, on résume les données puisqu'on élimine certains attributs qui semblent moins pertinents. Normalement, le XAI est censé aller jusqu'à un utilisateur éventuellement non expert des données, là où la sélection d'attributs semblerait peut-être plus encore s'adresser à un spécialiste de machine learning. Donc, je ferai peut-être une différence à ce niveau-là, mais là aussi, c'est assez discutable. Ok, merci. Alors, une autre petite question qui peut croiser, qui peut être une synthèse de celle de Thomas Guyet et puis de Sabine Loutcher, c'était en gros, alors Thomas demandait qu'est-ce qu'un bon contrefactuel? Y a-t-il une réponse unique à cette question? Et puis ensuite, Sabine demandait est-ce qu'il y a des exemples d'utilisation des approches, d'explications, notamment contrefactuelles, sur des projets réels dans un domaine autre que l'informatique? Est-ce qu'il y a eu des retours d'experts métiers sur ces explications? Donc, en gros, est-ce qu'on génère des explications, mais est-ce qu'on a des moyens d'évaluer l'appropriation de ces explications par les experts finaux, en fait, les utilisateurs finaux? Ouais. Alors, pour la première question, sur les contrefactuels, alors même cette formulation-là, en fait, ne fait pas consensus. C'est une formulation possible qui en résume un certain nombre, mais elle ne fait pas consensus.
Et après, pour les gens qui proposent des contrefactuels, il existe plein de méthodes différentes. Et là aussi, ce qui se passe, c'est que donc, chaque méthode va optimiser son critère de qualité, normalement, donc la fonction de coût qu'elle propose. Mais justement, il n'y a pas non plus de consensus sur qu'est-ce qui fait un vrai bon contrefactuel et comment est-ce qu'on évalue un vrai bon contrefactuel. Et ça, c'est de façon générale, je reviens ici, la question de l'évaluation d'une explication, elle est très complexe. Et en fait, chaque article propose des méthodes et en fait, voilà, c'est aussi pour ça que c'est aussi ça qui fait la richesse de l'approche, c'est que, voilà, chacun peut proposer quelque chose. Il existe certaines méthodes qui sont des applications réelles. Alors, j'avais vu un exemple sur un cas botanique. Alors, je ne crois pas que c'était Plantanet, mais ça pourrait, ça devrait être Plantanet, pardon. Ça pourrait aussi. Et effectivement, là, on pourrait voir qu'est-ce qui aide vraiment un utilisateur à comprendre ou à retenir quelque chose. Mais comment est-ce qu'on définit ce que c'est qu'une bonne explication? C'est pas évident. Et c'est pour ça, là aussi, pour moi, c'est le côté transdisciplinaire de la question. On peut aller chercher voilà, des méthodes de sciences cognitives, voire de sciences éducatives. Il y a peut-être des choses à récupérer à ce niveau-là. D'accord. Ok, merci. Et puis, j'ai quelques questions un peu plus techniques de Vincent Lemaire sur justement cette deuxième partie de l'exposé. Alors, par exemple, est-ce que les modèles génératifs en classification supervisée, est-ce qu'ils ne sont pas plus adaptés à l'interprétation par rapport à ce que... Enfin, c'est un commentaire qui lui vient suite à ton exposé. Je sais pas. Je saurais pas répondre directement. Oui, on peut considérer que s'il y a un modèle génératif et du coup, on peut considérer qu'un modèle génératif en fait fournit quelque part aussi un résumé des données puisqu'il va construire, il va expliquer comment les données sont générées et qu'en elle-même, du coup, ce modèle génératif extrait la structure sous-jacente des données quelque part, ce qui en fournit un résumé, donc une aide à l'explication. Mais c'est une forme d'explication particulière. Les partisans, par exemple, des arbres de décision considèrent qu'un arbre de décision de petite taille est en elle-même hautement interprétable, parce que ça fournit directement une règle de classification qu'on peut comprendre. Ce qui est vrai si l'arbre n'est pas trop profond. D'accord. Et après, une autre question de Vincent, sans doute aussi un petit peu technique, sur l'interprétabilité des modèles issus de la phase d'entraînement. Des modèles peuvent être inconsistants ou pas complètement faits pour la tâche de classification proprement parlée. Et est-ce qu'on peut rendre interprétables ces modèles inconsistants? Est-ce qu'il y a un intérêt à essayer d'expliquer ou d'interpréter justement la qualité du modèle d'apprentissage? Oui, c'est aussi des questions qui sont très intéressantes, effectivement. Il y a deux niveaux. On peut chercher à expliquer, on peut chercher éventuellement à fonder des explications des erreurs. Donc, en fait, si on voit que le modèle s'est trompé, on peut chercher à générer une explication pour essayer de comprendre d'où vient l'erreur du modèle. Et d'un autre côté, donc ça c'est plus pour pour celui qui fait du machine learning lui-même, en fait, un mode débugage du classifieur qu'il a construit. Si le classifieur, quelque part, est mis en production pour une tâche réelle, alors la question se pose, savoir si chercher à fournir une explication qui est en fait une erreur du classifieur ne va pas induire l'utilisateur final en erreur. Et donc, on court le risque d'une part d'avoir des explications pas convaincantes, ou d'avoir des explications qui vont être convaincantes mais à tort quelque part. Et c'est pour ça que pour moi, il y a une vraie question de se positionner par rapport à la confiance qu'on cherche à faire intervenir chez l'utilisateur. D'accord, très bien. Alors, je pense que je suis désolé si j'ai peut-être pas pu synthétiser toutes vos questions. J'ai essayé de faire de mon mieux, mais je crois qu'il est temps qu'on s'arrête là. Par contre, vous avez la possibilité de continuer à discuter avec Marie-Jeanne, je crois, dans le café 10. Et donc, n'hésitez pas à aller la voir pour poser vos questions, surtout si j'ai pas su les retranscrire de manière fidèle. Et alors, pour amorcer la discussion, je vais juste une dernière petite question de Florent sur ta capacité à distinguer les lièvres et les lapins à partir de la longueur des oreilles. Et je voudrais savoir à quel point c'est transposable pour détecter les souris. Voilà. Si vous voulez avoir cette private joke, je vous invite à rejoindre le café 10. Et puis sinon, merci encore Marie-Jeanne. Je pense de la part de tout le monde, il y avait apparemment quand même plus de 120 personnes de connectées. Et vu la quantité de questions, c'est que c'était, j'imagine, très riche. Et en leur nom, je te remercie. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Vraiment. À bientôt tout le monde. À bientôt.